La femme, antidote des antivaleurs. Nous ne cesserons d'avoir ces plaisirs de parler d'elle et avec elle. Sur ces plateaux, mesdames et messieurs, bonsoir. Et nous avons ce plaisir de recevoir une femme spéciale, une femme unique à son genre, qui inspire sa génération et bien sûr, même les générations à venir. Sur ces plateaux, nous avons juste en face de moi Maître Mathiave, que j'ai le plaisir une fois de plus de recevoir dans cette émission Regard sur la femme. Bonsoir Maître Yav. Bonsoir Madame Rachel. C'est un plaisir de vous avoir tout le temps sur ces plateaux de Regard sur la femme. J'espère que les gens ne vont pas se fatiguer de me voir. Bien sûr que non, d'ailleurs les téléspectateurs vous ont réclamé pour vous dire à quand le retour de Maître Yav sur votre plateau. Ben, vous voyez, j'ai exaucé quand même votre vœu. Elle est là, toujours rayonnante comme d'habitude. Maître Yav, aujourd'hui, au fait, j'ai l'honneur de vous informer que c'est avec vous que nous clôturons ces mois de mars. Vu qu'il y a eu une série de femmes que j'ai reçues pendant ces mois, c'est avec vous que nous allons clôturer. Nous avons tous que ces mois de mars et les mois dédiés au droit, la reconnaissance des droits de femmes. Personnellement, comment avez-vous passé ces mois? En fait, en réflexion, comment vous l'avez passé? Bon, avec le temps, on est moins dans la célébration de la journée, beaucoup plus dans la réflexion et dans la recherche de solutions pérennes, en fait, pour pouvoir faire avancer la cause et le droit des femmes et des jeunes filles. Cette année, j'ai pas eu beaucoup d'activités, un peu plus, justement en fin de mois, mais également un peu à cause de la situation actuelle. On est assez perturbé dans la recherche de solutions. Et donc, ça demandait quand même une certaine retenue et réflexion aussi, de la réflexion dans les actions qu'on peut mener pour que la femme congolaise puisse pouvoir bénéficier et jouir de ses droits et prérogatives en tant que citoyenne et contributrice du développement de ce pays. Et selon vos observations, avoir la femme africaine, la femme congolaise plus particulièrement, qu'est-ce qu'elle est devenue après l'indépendance? C'est une question difficile. Pourquoi moi j'ai toujours des questions difficiles? C'est à votre niveau, je pense. Personnellement, je pense que la condition féminine congolaise, parce que en Afrique, je connais pas véritablement, je maîtrise pas les statistiques africaines, mais de ce que je vis, de ce que je vois, j'estime que il y a encore beaucoup d'amalgame dans ce qui étaient les valeurs traditionnelles congolaises, disons au niveau des différentes tribus qui composent la population, qui constitue la population congolaise. Je pense qu'il y a beaucoup d'amalgames, de mauvaises interprétations, une mauvaise acculturation aussi de notre part. On n'est pas encore arrivé à tirer le meilleur parti de ce qu'on aurait pu retenir de positif de la colonisation, et qu'on a perdu beaucoup de nos valeurs. Souvent, dans les discours contemporains ici au Congo, on entend souvent dire que la femme était soumise, on essaye de justifier un peu la dégradation, le manque de considération en fait qu'on constate dans la société à l'égard des femmes congolaises, en disant que c'est parce qu'aujourd'hui elle s'acculture, qu'elle veut vivre comme les femmes occidentales, qu'on constate une perversion, une dépravation dans la société. Alors que lorsqu'on analyse bien, dans nos sociétés traditionnelles, la femme était respectée. La femme avait une place où elle était honorée, dans beaucoup. Elle avait une place dans la cuisine.
je ne sais dans pas, les ménages. je ne sais pas d'où vient véritablement. Bon, je parle déjà pour moi. euh, je sais pas, est-ce que chez nous, dire à une femme qu'elle avait la place dans la cuisine, je pense que c'est pas véritablement exact, parce que chez nous, les femmes, elles dirigeaient, les femmes pouvaient faire le commerce, les femmes étaient quand même assez indépendantes, c'était pas des dépendants euh, euh, des êtres masculins. Je pense que la notion de genre est importante lorsqu'on parle des rôles que les hommes et les femmes ont dans notre société, parce que la notion de genre renvoie effectivement aux attributions sociales qu'on donne à l'un et à l'autre. Être dans la cuisine, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on va rester seulement dans la cuisine? Aujourd'hui, les femmes ne sont pas que dans la cuisine, elles s'occupent de l'éducation des enfants. Qu'est-ce que ça représente d'être celle qui va transmettre des valeurs à ceux qui vont devenir les dirigeants de demain? Je ne pense pas que ça devrait être considéré comme une tâche moindre. Ça, c'est une chose. Mais encore, si c'est la femme qui s'occupe de la cuisine, qui s'occupe du ménage, qui s'occupe des enfants, qui presque définit le budget du ménage, finalement, qu'est-ce que l'homme fait? Est-ce qu'il n'est pas tout simplement un pourvoyeur? Je ne sais pas. Finalement, le leadership dans le foyer, c'est qui le détient? Il faut qu'il y ait une véritable réflexion autour de ce que nous avons fait par le passé, ce que nous pensons ne plus être valable ou valeureux d'une certaine manière, et aujourd'hui, où est-ce que nous allons, quelles sont les valeurs que nous voulons garder, que nous voulons transmettre, et avoir cette discussion de manière dépassionnée, de manière objective, pour qu'on arrête de présenter aussi le fait que quelqu'un soit à la cuisine comme quelque chose de dégradant. Quand on regarde par exemple les grands chefs cuisiniers à travers le monde, ce ne sont pas des femmes, ça reste des hommes. Pourquoi est-ce que ce serait autant valorisé pour ces gens-là d'être reconnus internationalement, mais une femme qui le fait chez elle à la maison, on considère que c'est quelque chose de moins. C'est une autre façon de voir les choses. On dit qu'elle n'a pas mieux à donner dans la société, celle qui est dans le ménage, elle n'a que peut-être la maison, la vaisselle et prendre soin de son mari, elle n'a pas à donner grand-chose dans la société. Bon, moi je trouve que c'est une façon de voir les choses rétrogrades, c'est une façon de voir les choses sexistes, et c'est une façon de voir les choses partiales. Pourquoi? Parce que dans d'autres sociétés, sous d'autres cieux, une femme au foyer qui divorce d'un homme qui a été pourvoyeur, elle prend la moitié. Parce qu'on estime que si cet homme est debout, a pu prospérer, c'est parce qu'il a reçu le soutien de cette femme qui s'est occupée des coulisses. En fait, dans la vie de tous les jours, qu'on soit homme, qu'on soit femme, pour réussir, il faut une équipe, il faut un support, un support, il faut un système de soutien. Donc on ne peut pas dire que les gens réussissent seuls. Je pense qu'on doit être un peu plus honnête et objectif dans notre façon, dans notre analyse, un peu plus critique, pour qu'on arrête de dévaloriser des missions essentielles à la survie de la société. Là, si je comprends bien, Maître Yav reconnaît quand même la valeur de la femme même au ménage. La femme a de la valeur, c'est un être humain. D'abord quelqu'un qui apporte la vie, disons qui porte la vie. Et la porte, parce que en fait les femmes donnent la vie. Comment est-ce que vous pouvez considérer que cette personne n'a pas de valeur? Moi ça me dépasse, et je trouve que ça dit beaucoup aussi sur la personne qui dévalorise cette femme, parce que c'est quelqu'un qui oublie d'où il vient. S'il faut parler en termes de pourcentage, parlons de valeur, de la dignité de la femme, est-ce qu'elle est en deçà de 50% ou nous allons quand même en montant?
Pour moi, la femme vaut autant que l'homme. Ce sont des êtres humains. Ils se complètent, ils s'apportent quelque chose l'un à l'autre. Chacun, à sa manière, contribue à l'équilibre social. Donc, si c'est 100% pour un homme, ça devrait être 100% pour une femme. Il y a des principes comme l'humanité, comme la charité, comme la générosité, qui font que on ne voit pas si on est une femme ou on est un homme, et polariser à chaque fois le débat de la sorte, je pense que ça nous détourne des vrais problèmes. Cette perspective ne nous aide pas à trouver les solutions idoines aux problèmes qui se posent dans notre société. Ok. Mais Maître Yavi, il y a deux thèmes. Bon, les thèmes internationaux et les thèmes nationaux, puisque nous parlons de la clôture du mois de mars. Les thèmes internationaux disent pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation. Parlons d'abord du droit. Est-ce que le droit de femme aujourd'hui est respecté dans le monde et en République démocratique du Congo? Je pense que si on continue à célébrer internationalement cette journée, c'est qu'il y a beaucoup d'efforts qui restent à fournir sur plusieurs plans. Bien entendu, souvent on parle de violence. Donc, les femmes subissent beaucoup de violence. Les femmes n'ont pas accès à l'éducation, à l'instruction dans les mêmes proportions que les hommes. Les femmes ne sont pas payées de manière équitable, de manière malgré égale. Tous ces combats, chaque année on dit droit de femmes, mais apparemment, à vous entendre parler, nous sommes encore au début, il n'y a pas d'évolution dans ces combats. Non, il y a une évolution, parce qu'il y a des petites avancées, ça et là, mais nous sommes encore loin du compte. Il y a beaucoup de discrimination quand même, surtout à cause d'une mauvaise perception de l'apport et du rôle de la femme dans la société. Il y a des pesanteurs, énormément de pesanteurs sociales. Il y a aussi une recherche de productivité qui laisse croire que les hommes sont ceux qui peuvent produire plus vite, et beaucoup d'autres facteurs qui font que aujourd'hui les femmes doivent continuer à se battre, parce que lorsque on arrive à un poste, on n'a forcément pas les mêmes obstacles à franchir que lorsqu'on est un homme. Ouais. Et parlons d'égalité, parce qu'aujourd'hui il y a un débat, et quand on parle d'égalité entre l'homme et la femme, vous personnellement, comment vous comprenez cette égalité-là? Moi, je trouve que c'est une question qui revient souvent. Est-ce que les hommes et les femmes sont égaux? Est-ce que... L'égalité dont on parle, c'est à quel niveau? Et comment vous comprenez l'égalité? Parce que les hommes n'aiment pas qu'on parle d'égalité, et certaines femmes aussi. Oui, je trouve aussi que c'est trop générique. Les hommes n'aiment pas. Tous les hommes ne se ressemblent pas. Toutes les femmes ne se ressemblent pas. Très souvent, il y a beaucoup de femmes qui se plaignent qu'elles ne sont pas soutenues par les autres femmes. Il y a des hommes qui veulent bien faire quelque chose pour avancer la cause des femmes, mais qui sont incompris par beaucoup de femmes. On les traite de vendus, d'efféminés, il y a énormément de choses qui se disent, qui se passent. En ce qui me concerne, je pense que, comme le dit la Déclaration universelle des droits de l'homme, tous les hommes naissent libres et égaux en tout. Nous sommes égaux. Bien entendu, c'est comme dans une famille, chacun apporte quelque chose de différent. Il faut apprendre à apprécier la diversité. Chez nous, on présente souvent la diversité comme une difficulté, alors qu'il y a moyen de capitaliser dessus et d'avancer. Là, je n'ai pas bien saisi ma Vous voulez savoir ils sont égaux ou pas? Ah oui, à quel niveau aussi ils sont égaux? En dignité et en droit, comme je dis, mais aussi égalité des chances,
je pense que c'est le combat actuel, c'est l'égalité des chances. On aimerait que les femmes à un poste à compétences égales, que les femmes puissent être considérées autant qu'on considère les hommes. Dans beaucoup de secteurs, une femme, par exemple, qui vient de se marier, n'aura peut-être pas les mêmes chances d'accéder à un poste qu'un homme, parce qu'on estime qu'elle va commencer les maternités, qu'elle sera souvent absente. Il y a tout le temps de malaise avec ces périodes. Oui, ou qu'elle ne sera plus assez libre de se déplacer. Il y a tellement de contraintes, mais je pense que c'est à une femme de décider comment elle va gérer son couple et son travail, que la société ne peut pas décider pour elle, la mettre à l'écart juste parce que elle entreprend, elle commence une nouvelle étape de sa vie. Si un homme ne fait pas face à ce genre de questionnement, de remise en question, pourquoi est-ce qu'une femme le devrait? Moi, c'est par exemple quelque chose qui, malgré le besoin d'impartialité, on se rend compte qu'on n'a pas accès, on n'a pas le même accès que les hommes. Donc, nous voulons malgré une les égalité. De chaque année, de oui, chaque jour. Oui, c'est un combat, c'est-à-dire, c'est des mentalités qui doivent changer, ce sont des attitudes qui doivent changer, ce sont des perceptions et des perspectives qui doivent également changer. Ça ne se fait pas en un coup de main, à moins d'exercer une pression forte. Mais exercer la pression, ça ne tient que quand vous arrivez à convaincre les populations. Et ça, c'est un travail de peut-être une ou deux générations. Il doit y avoir méritocratie ou favoritisme dans ça. Parce que les femmes aussi, la plupart, veulent jouer le même rôle que l'homme, être au même endroit que les hommes. Mais est-ce qu'il y a aussi des femmes vraiment qui peuvent tenir tête dans certains... Pourquoi on se met dans une dualité? Admettons qu'il faut être journaliste, ok? Journaliste, pas d'investigation, les reporters. Il faut être reporter, il faut aller en zone de guerre. Si une femme peut le faire, où serait le problème? Est-ce que ça veut forcément dire qu'elle se mesure à un homme? Non, peut-être qu'elle aime les poussées d'adrénaline, peut-être qu'elle a vécu la guerre et elle voudrait, en allant sur terrain, pouvoir montrer à la face du monde quelles sont les conséquences d'un conflit. Je ne pense pas qu'on doit limiter les femmes à entrevoir le monde sous ce prisme de dualité, de dichotomie, homme-femme d'un côté. Non, on peut avoir des rêves asexués, je pense. Oui. Des rêves asexués. J'ai envie d'être astronaute, par exemple. Pourquoi est-ce que je devrais dire non, astronaute, c'est seulement pour les hommes? Je ne sais pas. Peut-être que dans nos familles, on nous apprend à voir les choses de cette manière-là, en disant oui, institutrice, voilà, déjà, j'ai pas dit instituteur, donc c'est pour les femmes. PDG, c'est pour les hommes. On a grandi un peu comme ça, oui. Pilote, ce sont les hommes. Hôtesse, ce sont les femmes. Bon, attends, si on a la passion du voyage, on peut faire aussi steward. Il n'y a pas de problème. Si on aime les maths, les courbes et l'art, on peut faire architecture. Pourquoi est-ce que on devrait penser en termes d'hommes et de femmes et pas penser en termes de sa passion à soi et des moyens qu'il faut mettre à disposition pour pouvoir réaliser ce rêve-là? Il y a un téléspectateur qui pose la question de savoir, puisque nous avons dit que les femmes doivent entrer dans la politique, elles doivent aussi occuper des postes de décision
femmes pour que les choses avancent? Parce que elle, c'est l'antidote des antivaleurs. Selon vos observations, Maître Yav, est-ce que les femmes qui aujourd'hui occupent des postes de décision dans ces pays ont aussi le même impact que les hommes qui ont occupé ces postes? Ok. Est-ce que les hommes qui occupent les postes politiques aujourd'hui ont un impact positif sur le développement de ce pays? C'est une question valide. Pourquoi on devrait remettre en question la position des femmes politiques si on ne remet pas en question l'impact même des hommes politiques qui sont quand même plus nombreux en termes de statistiques, ils sont plus nombreux. Je pense que plus de 70% de la classe politique congolaise est composée d'hommes. Qu'est-ce que nous avons remarqué jusqu'à aujourd'hui? Je ne sais pas. J'attends que les téléspectateurs et vous-même, que chacun donne sa réponse, fasse son analyse critique et décide si c'est une question qu'on devrait poser aux femmes. On donne l'impression que la sphère politique est une sphère sexuée. Non, la sphère politique, c'est la sphère du pouvoir. Et le pouvoir, il s'exerce qu'on soit homme, qu'on soit femme. Déjà, les hommes, êtres masculins, ne l'exercent pas tous de la même manière. Pourquoi vous vous attendez à ce qu'une femme exerce le pouvoir différemment d'un homme? Qu'est-ce que l'homme a de particulier dans sa profession de la politique qui ferait que la femme apporterait quelque chose de différent? C'est une question sociale, autant que politique. Qu'il y ait plus de femmes en politique, je pense que c'est primordial dans ce pays parce que les réalités des femmes sont différentes des hommes en République démocratique du Congo et que forcément la façon d'y répondre, tant que des femmes ne donnent pas leur point de vue et ne gèrent pas à partir de leur stratégie, on n'arrivera pas à trouver des solutions pérennes pour la société congolaise. Vous n'allez pas exclure plus de la moitié de la population congolaise dans les décisions à prendre pour permettre à la société de se développer. Ça n'a aucun sens. Maître Maïti, le samedi pour toutes les femmes et filles, droit, égalité, autonomisation. Parlons de l'autonomisation, puisque vous militez aussi pour l'autonomisation de femmes parmi vos activités. Est-ce que aujourd'hui la femme, peut-on dire qu'elle est autonome? Non, la femme congolaise, un peu plus peut-être ou un peu moins, je ne sais pas trop, mais on a un mauvais rapport avec l'argent. Que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, mais parce qu'on parle aujourd'hui des femmes, beaucoup de femmes ont peur d'avoir plus d'argent que les hommes autour. Elles ont peur? Oui, beaucoup. Pourtant, elles aiment bien l'argent, les femmes. Oui, mais... l'argent qu'elles ont acquis de leur propre sueur, peut-être? Ça fait plaisir, ça fait du bien. Mais on vous dira partout, non, mais... et souvent, on te le dit en lingala, mais... Bon, à mobile, les alaguelengues. Donc... tu dois toujours quelque part, il faut mobile appeler ça. C'est pas mauvais, je suis tout à fait d'accord avec ça. Qu'il faut que dans un couple, qu'on puisse se faire des cadeaux tous les deux, bref. Mais moi, je vais pas me limiter financièrement parce que mon partenaire ou mon futur partenaire n'a pas les mêmes ambitions que moi ou n'a pas le même compte en banque que moi. Malheureusement, quand quelquefois elles sont financièrement plus stables que leurs partenaires ou que certains membres masculins de la famille, elles se cachent ou elles compensent en devenant comme des vaches à lait. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'elles prennent la charge de tout le monde au détriment d'elles-mêmes ou d'investir dans des solutions financières qui leur permettraient de pérenniser la situation financière qu'elles ont, si pas de l'améliorer. Donc, et généralement, beaucoup de femmes qui ont réussi sont
quelquefois, souvent, mal vu par la société, autant par les femmes que par les hommes. Masculines, elles se croient un peu tout. Oui, souvent on leur reproche d'être un but d'elles-mêmes, de vouloir dominer sur les hommes, de ne pas être assez attachée à la famille. Je pense qu'il y a beaucoup de traumas, il y a beaucoup de personnes qui n'assument pas ce qu'ils sont, ce qu'ils veulent, et qu'on se retrouve dans un cercle vicieux où malheureusement la femme a des fois peur de s'instruire, de devenir indépendante financièrement parce qu'elle ne veut pas être rejetée par sa communauté. Et ça, c'est une tare. Ça ne nous permettra pas d'avancer, d'améliorer les conditions des femmes en République démocratique du Congo, parce que malheureusement, l'autonomisation, c'est un point important pour définir ou redéfinir son identité. Un point important pour redéfinir son identité. Oui, okay. Affirmatif. Parce que, par exemple, je vais prendre un exemple concret, beaucoup de femmes sont restées dans des mariages, dans des relations où elles n'étaient pas heureuses, parce qu'elles n'avaient pas de... Elle n'avait pas de moyen de s'en sortir en dehors de cette relation. Oui, en dehors de cette relation. Beaucoup de femmes sont restées dans des relations violentes parce qu'elles ne savaient pas où aller, elles ne savaient pas comment se prendre en charge, elles ne savaient pas comment elles allaient prendre soin de leurs enfants. Beaucoup de veuves vivent avec leurs enfants dans des conditions vraiment exécrables parce qu'elles ont été victimes de personnes qui sont venues tout leur ravir une fois que le conjoint c'est l'exemple même que j'allais vous donner du vivant de l'homme, le femme au foyer, pour la plupart aujourd'hui, quand elles sont là, surtout quand l'homme déjà assure le debout du mois, elles se disent, bon, elles peuvent rester femmes au ménage, prendre soin des enfants, elles ne travaillent pas, elles ne vendent rien. Et après la mort du mari, on se rend compte que tout s'écroule. Ils n'ont plus d'habitation, les enfants arrêtent la route de l'école, donc tout s'arrête au même moment. Maître Mathia, puisque vous êtes aussi, c'est parmi vos combats, aider la femme à être autonome, qu'est-ce que vous faites concrètement pour aider ces femmes-là? Il n'y a pas de concret, on ne peut pas, comme tel. Comment vous les accompagnez au fait? Je suis dans une association de femmes avocates et ce genre de questions, ce sont des questions qu'on traite lorsqu'on nous apporte certains cas. J'étais dans une autre association qui, elle, par contre, sensibilisait les jeunes femmes, les jeunes filles à se prendre en charge. De mon côté, j'essaye d'encourager aussi les jeunes filles que j'ai autour de moi à étudier et à trouver du travail, à donner le meilleur d'elles-mêmes parce que on ne sait pas de quoi demain est fait. Il faut savoir se prendre en charge. Il faut pas rejeter ses rêves pour un homme. Parce que malheureusement, dans notre société, c'est un peu ce qui arrive souvent. Dernièrement, il y a quelqu'un qui a partagé un cas avec moi. La nounou de ses enfants a décidé de quitter le travail parce que l'homme qui voulait l'épouser lui a demandé d'arrêter de travailler là-bas. Il va tout prendre en charge. Ça, je ne sais pas, mais qu'elle devait arrêter ce travail-là pour aller vendre avec sa maman à lui au marché. Bien que j'estime que c'est son droit le plus légitime de préférer cette solution, je trouve pour moi que c'est problématique parce que d'abord c'est une relation qui n'est pas sécurisée, il ne l'a pas épousée, donc à aucun moment, si jamais ça ne marche pas, il y aura une pension alimentaire ou une prise en charge. Quand même, on vous impose... il a dit qu'avant pour qu'il vienne l'épouser, il faut qu'elle quitte.
c'est bien ça. Bon, chacun de nous ça arrive, hein, dans cette ville-là. Il y a des oui, chacun de nous a ses priorités. Chacune de nous a ses priorités, que pouvons-nous dire d'autres. Mais c'est ce genre de choix qui, des fois, nous conduisent à des fins malheureuses, au désespoir, à devenir démunis, malheureusement. Et il faudrait que les femmes congolaises apprennent à faire la part des choses. On peut aimer quelqu'un et on peut avoir plus d'argent que lui. On peut aimer quelqu'un et être plus ambitieuse que cette personne. Après, il faut aussi savoir que le partenaire doit être en mesure de comprendre vos ambitions, d'être d'accord de vous accompagner. Si ça ne marche pas dans ce sens-là, ça va être très difficile pour vous et vous aurez l'impression que c'est parce que vous avez plus d'argent ou plus d'ambition, alors qu'en fait, c'est lui qui ne sait pas accepter ce que vous êtes en tant qu'individu. Voilà. Maître Mathiave, nous allons parler du thème, là nous avons décortiqué le thème international, puisque c'est avec vous que nous clôturons le mois de mars 2025, qui est le mois, en tout cas dédié à la reconnaissance des droits de femmes. Et en ce qui concerne le thème national, c'est la Congolaise au centre de toutes nos ambitions. Maître Mathiave, comment vous personnellement, lorsque vous avez lu ces thèmes, vous avez compris? Je pense que c'est vraiment recentrer le débat, recalibrer nos perspectives, dans le sens où, je le disais un peu plus tôt, les femmes constituent plus de la moitié de la population congolaise et que si nous voulons évoluer, nous voulons nous développer, nous voulons émerger, nous ne pouvons pas faire sans les femmes. On doit les intégrer à tout point de vue, on doit les intégrer à tous les niveaux. On ne peut pas construire un Congo fort sans l'apport, sans la considération des femmes congolaises. Voilà pour moi ce que ça représente, c'est-à-dire on voudrait une armée plus forte, mieux organisée. Ça doit se faire avec le concours des femmes. On voudrait une agriculture plus rentable, plus durable. Ça doit se faire avec le concours des femmes. On voudrait un milieu politique plus sain. Ça doit se faire avec les femmes. On voudrait une éducation plus adaptée aux enjeux de l'heure. Ça doit se faire avec les femmes. Et je pense qu'il faudrait que les politiques publiques intègrent justement un peu plus la femme dans le projet de société que nous bâtissons pour la RDC. Puisque vous avez dit les femmes congolaises au centre de toutes les ambitions, et vous avez dit qu'on ne peut rien faire sans pourtant impliquer ou intégrer la femme dans le poste des décisions. Je vous reçois sur ces plateaux en cette période où, depuis plus de 3 décennies, la République démocratique du Congo vit sous l'agression, en tout cas rwandaise. Nos terres, une partie de notre pays est occupée. Et les premières victimes de ces agressions, de cette guerre, sont les femmes. Sûrement, vous le savez, Maître Mathiave. Et nous allons suivre cet élément qui, en tout cas, nous retrace un peu l'historique de cette guerre et ce que vit les femmes au quotidien depuis plus de 30 ans. Et nous allons revenir sur ces plateaux, chers spectateurs, pour en parler avec Maître Mathiave. Que font les femmes puisqu'elles doivent être impliquées dans tout? Qu'est-ce qu'elles font alors, puisque les femmes comme elles sont victimes depuis plus de 30 ans? Suivons cet élément et on se retrouve tout juste après. 1996, depuis la guerre de 1996, la République démocratique du Congo est devenue le théâtre de violences affectant particulièrement les femmes. Les violences sexuelles et les abus à leur encontre ont pris des proportions alarmantes et sont désormais utilisés comme une arme de guerre. Les groupes armés rebelles, ainsi que certains éléments incontrôlés des forces régulières,
ont systématiquement recouru au viol comme un outil stratégique pour déstabiliser les communautés, détruire les familles et s'aimer la terreur. L'ampleur de ces atrocités ont été reconnues par plusieurs organisations internationales, dont l'ONU, qui a qualifié la RDC des capitales mondiales du viol. Entre 1996 et 2003, des milliers de femmes ont été violées, souvent en public devant leur famille. Ces phénomènes ont touché particulièrement la province du Kivu, où des groupes armés tels que le Force démocratique des libérations du Rwanda et les M23 et d'autres factions ont commis des viols systématiques. Par exemple, en 2008, la ville de Bukavu a été le théâtre de vagues de viols collectifs et des mutilations physiques infligées par des soldats. De plus, certaines femmes ont été enterrées vivantes et enlevées et contraintes de rejoindre de rangs de groupes armés comme combattantes. D'autres ont été réduites en esclavage sexuel, devenues les épouses de chefs de guerre. Les viols collectifs étaient souvent accompagnés de tortures physiques telles que des mutilations génitales, laissant des séquelles permanentes sur les victimes. Certaines femmes ont également été soumises à des mutilations extrêmes comme la coupure de sein ou à des blessures graves, les marquant à vie tant sur le plan physique que psychologique. Les victimes de viols font face à des conséquences dévastatrices pour leur santé. Outre les traumatismes physiques et psychologiques, elles sont exposées à un risque accru de VIH-Sida et d'autres maladies sexuellement transmissibles. Les répercussions sont également sociales car ces femmes sont souvent stigmatisées et rejetées par leur communauté. Au fil des années, la communauté internationale a réagi à ces abus. En 2013, la Cour pénale internationale a qualifié le viol de crime de guerre et plusieurs procès ont été organisés pour juger les responsables de violences sexuelles en RDC. Toutefois, ces efforts restent insignifiants. La situation sécuritaire demeure fragile dans l'est du pays et l'accès à la justice reste limité pour de nombreuses victimes. Des initiatives locales et internationales telles que celles des Médecins sans frontières et d'autres ONG continuent d'offrir des soins aux survivantes des violences sexuelles. Cependant, l'impunité persiste largement, ce qui rend la situation encore plus complexe et désastreuse. Voilà, de retour sur ces plateaux après avoir suivi cet élément. Maître Matillave, je vous ai vu suivre l'élément avec beaucoup d'attention. Comment vous vous sentez en tant que femme à voir ces images? Je trouve ça... en fait, j'ai pas vraiment de mots. Je trouve que la guerre est injuste. Parce que souvent, les intérêts mis en avant par ceux qui commanditent la guerre, ces intérêts ne pèsent pas par rapport au coût réel sur terrain. Et le coût, c'est des générations qui seront affectées, des populations qui sont décimées, des communautés qui sont déplacées, des habitats qui sont détruits et tout un tissu social déstructuré. C'est difficile de reconstruire une société. Ça prend des générations. C'est malheureux, c'est affreux, c'est regrettable, c'est inhumain en fait. Et ce sont des choses qui nous affectent beaucoup. Oui. À notre niveau, c'est pas toujours évident de savoir quoi proposer comme solution, mais comme le reportage l'a montré, ce sont souvent les femmes et les enfants qui payent le plus lourd tribut et qui portent les stigmates de ce conflit en fait. Et on en appelle aux décideurs pour trouver la meilleure formule pour que ce massacre cesse, que les enfants puissent recommencer à aller à l'école,
que les femmes puissent recommencer à semer dans leur champ et que nous n'ayons pas toujours peur en regardant tout autour de nous, en ayant l'impression qu'il y a un ennemi qui rôde, parce que je pense que c'est aussi l'une des choses les plus difficiles, se projeter paisiblement dans l'avenir. Une personne traumatisée ne vit pas la même chose, ne vit pas sa vie de la même manière que quelqu'un qui n'a pas eu les traumas. Et les traumas de la guerre vous affectent. Ils vous affectent vous, ils affectent la communauté. Et il est difficile de s'en débarrasser, de toute la vie. En fait, ça fait partie de vous. Un trauma, on ne s'en débarrasse pas. On apprend comment vivre avec, comment le gérer. Et plus ça dure, plus c'est dur. Plus ça dure, plus c'est dur. Mais en tant que femme, on aimerait bien savoir quelle est l'implication quand même de la femme dans cette guerre. À quel niveau le femme s'implique pour dire c'est fini? Comment pouvons-nous aider les femmes comme nous dans l'Est qui vivent ces genres de situations? Il y a plusieurs mécanismes qui sont mis en place. Bon, je pense quand même que nous avons à la tête de notre gouvernement une femme, donc déjà c'est peut-être un leadership différent. Nous avons à la tête du ministère des Affaires étrangères une femme aussi, donc c'est un leadership féminin. Il y a dans les processus de négociation, parce que les négociations en fait n'ont même pas commencé. Si jamais il doit y avoir des négociations, il y a des processus qui permettent l'implication des femmes dans les conflits. Je pense que ce sera activé. Il y a des collectes qui sont organisées par des femmes, mais ce que j'aimerais dire, c'est que on ne va pas faire disparaître les séquelles, les conséquences de cette guerre en voyant les choses en tant qu'apport de l'homme et apport de la femme. Ça ne marche pas comme ça. Okay. La société, c'est les hommes, les femmes, les enfants et les adultes, les mineurs, les vieillards. Et il faut reconstruire la société, il faut reconstruire le tissu social. On sait que le viol est utilisé comme arme de guerre en République démocratique du Congo. Et les personnes qui sont violées, bien entendu dans des proportions plus importantes, les femmes, mais les hommes aussi, et ça détruit la cellule familiale de base qui est la famille. Vous n'allez pas reconstruire une famille rien qu'avec un homme ou avec une femme. Donc il faudrait qu'on puisse entrevoir la reconstruction de manière collective. Je pense que c'est la meilleure façon pour nous, Congolais, d'arriver à vaincre le virus qui a été inoculé à nos populations, celui du désespoir, de la haine, de la rancœur, qui malheureusement risque de nous affecter pendant très longtemps. Maître Yav, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, mais je ne peux pas manquer de vous demander de passer un message à toute femme, puisque c'est regard sur la femme. Nous parlons de la femme, nous parlons à la femme. Que pouvez-vous passer comme message pour ces mois de mars 2025 à toutes les femmes et pour toutes les femmes qui vous suivent? Je pense que je vais les encourager à se mettre en avant. La société congolaise nous demande souvent d'être à l'arrière, d'être observatrice, de nous taire, observer, je l'ai dit, de ne pas faire de bruit, mais il faut que ça change. Parce que tant qu'on ne fera pas entendre nos voix,
tant qu'on ne dira pas la vérité aux autres sur combien on est frustré, combien aussi on en veut, combien on voudrait être associé, montrer ce qu'on a à apporter à la société. Tant qu'on ne le fera pas, tant qu'on ne se mettra pas en avant, les choses ne vont pas changer. On ne peut pas être là à se retrouver en cercle restreint, à commenter la politique, à commenter les mesures sociales, à commenter la hausse du coût du panier de la ménagère juste entre femmes. Non, c'est pas comme ça. On doit pouvoir se mettre ensemble. Il faut aussi qu'on apprenne à travailler ensemble, trouver des mécanismes, des synergies pour nous mettre en avant et faire en sorte que notre voix se fasse entendre. Voilà le message que je lance aux femmes. J'espère que on va se serrer les coudes, qu'on va se mettre ensemble, qu'on va bâtir ensemble, qu'on va avancer et qu'on va inviter. On ne va pas regarder les hommes comme en chien de faïence, mais qu'on va trouver le moyen de collaborer. Exactement. Pour que ce pays puisse aller de l'avant. Voilà. Trouver le moyen de collaborer pour que ces pays aillent en avant. Je dois poser cette question. Ça ne vient pas de moi, d'un téléspectateur. Maître Mathiaf, qu'est-ce qui fait votre force? Yeah. Ça ne vient pas de moi, je veux bien dire. C'est qui ce téléspectateur? Qu'est-ce qui fait la force de Maître Mathiaf? Les coups de la vie. C'est-à-dire? J'en ai reçu beaucoup, mais... les coups de la vie vous ont rendu forte. Mais j'avais pas la possibilité de laisser tomber, donc okay. j'ai dû avancer, j'ai dû batailler. Après ou avant tout, j'ai de la chance de connaître le bon Dieu, donc je suis chrétienne, donc je peux me ressourcer. Je suis aussi entourée, bien entourée quand même. J'ai des gens qui me soutiennent, j'ai des gens qui savent m'écouter. J'ai des gens qui m'ont rappelé souvent ma valeur. Et ça fait que quelque part, je donne l'impression d'être très forte. Mais... L'impression? C'est une impression. Vrai? Oui, on présente souvent la force comme un avantage. Okay. Je pense que les personnes qui savent être vulnérables sont en fait les personnes qui ont le plus de poigne parce qu'elles savent encaisser. Mais aussi, elles savent se protéger. Si vous me voyez comme ça, vous ne pouvez pas savoir que je peux encaisser. Tout ce que les gens voient, c'est peut-être le mur, c'est peut-être... mais c'est aussi parce que je ressens beaucoup les émotions, les énergies, que j'ai appris à les gérer, que, bon, je suis peut-être forte, mais bon, il y a beaucoup à dire là-dessus, mais je pense que d'abord, la vie m'a rendue forte, le bon Dieu est là pour moi, mon entourage est là pour moi, et aussi, je m'isole beaucoup. L'isolement vous aide aussi énormément? Oui, ça me permet de prendre beaucoup de recul sur énormément de choses. Je ne suis pas toujours dans le moment présent, donc je me projette dans l'avenir et ça permet de relativiser beaucoup de choses, effectivement. Puisque vous avez parlé de coups, nous sommes vraiment à la fin, mais j'aimerais quand même puiser un petit peu dedans. Vous avez parlé de coups de la vie. Est-ce que vous vivez aussi dans un certain regret de certaines erreurs que vous avez vécues, vous avez faites, vous dites je n'aurais pas dû. Vous vivez aussi dans un regret comme ça? Moi, contrairement à beaucoup de gens qui ont posé cette question, oui, il y a des choses que j'aurais voulu faire différemment. Il y a des choix que j'aurais peut-être fait différemment. Mais je pense que là où je suis aujourd'hui, c'est le résultat de ce qui m'est arrivé. Okay. Et j'apprends beaucoup. J'ai beaucoup appris. Je ne suis pas satisfaite de là où je suis parce que j'aurais voulu être plus loin. Mais ça va. Ça va, je me gère. Merci beaucoup, Maître voilà. Yav.
pour votre réponse, pour cet éclaircissement et merci de nous avoir fait l'honneur de clôturer avec vous ce mois de mars 2025. Elle est femme, elle est résiliente. Malgré les coups, elle tient quand même la tête, elle garde sa tête haute. C'est Maître Mathiav Chitok qui était là sur ces plateaux pour nous. Chers téléspectateurs, ça a toujours été un plaisir de venir dans vos maisons, de vous apporter une nouvelle femme et parler de la femme et pour la femme. Prochainement, certainement, ça sera à vous. Gardez-vous bien et à la prochaine.